vois. Mais bien, marquez le coup que j'ai reçu, filmez-le, montrez-le bien là. Montrez-le bien, l'éclat de poubelle que j'ai reçu. Montrez-le bien. Ça ne justifie pas. Légitime. Ah, t'as rien du tout. Légitime. Il a rien de légitime. Vous n'êtes pas la justice. Vous n'êtes pas avocat. Vous êtes pas là. Une des caractéristiques de l'attitude actuelle de la justice, c'est la mansuétude, sinon la protection de la Macronie et de l'entourage d'Emmanuel Macron. Il y a le refus du réquisitoire supplétif sur le coffre de M. Benalla. Moi, on m'a dit vous savez, il faut savoir protéger l'État. Ah bon, très bien. Qu'y avait-il donc dans ce coffre? Alors aujourd'hui, cette justice-là est disqualifiée. Il y a Madame Pénicaud. Madame Pénicaud, dans une affaire, c'est une de mes spécialités. La petite soirée à Los Angeles à Las Vegas, pour aller voir Monsieur Bolloré. Voilà, pour aller voir Monsieur Bolloré, je veux dire, où les infractions de délit de favoritisme, j'ai écrit 2 livres sur le sujet, sont tout à fait avérées. Et ça a coûté, si je ne me trompe, quelque chose comme 300 000 € aux contribuables. Un peu plus. Alors, si on prend cette affaire, ça a coûté 400 000 €. Mais on a violé le Code des marchés publics, article L432-14 du Code pénal. C'est une infraction et par conséquent, sur le plan pénal, il doit y avoir des poursuites. Mais pour l'instant, qui sont mis en examen? La société France Business et la société Havas. C'est tout. C'est-à-dire que Madame Pénicaud, qui a été chargée de démanteler le Code du travail français, eh bien, elle est passée entre les gouttes. Elle est restée témoin assisté. L'information a été close. Il y a eu un article dans le Canard enchaîné où on avait des extraits des rapports des policiers qui disaient il n'est pas possible qu'elle n'ait pas été au courant. Mais je suis désolé, c'est pas possible. Alors, j'ai pris cet exemple, mais il y a Ferrand, il y a Monsieur Bayrou. Monsieur Bayrou, Corinne Lepage nous a raconté beaucoup de choses, en même temps que le Front National, en même temps que la France Insoumise, on vient leur reprocher les emplois d'assistants parlementaires au Parlement européen. On sait les avatars et les ennuis de Madame Le Pen, on sait les perquisitions à grand spectacle de Jean-Luc Mélenchon, mais non, rien pour Monsieur Bayrou. Et on apprend par le Canard enchaîné, sans que rien ne soit démenti, on apprend que aucune investigation, quelle qu'elle soit, n'a été entreprise sur demande de l'Élysée. C'est écrit noir sur blanc sur le Canard enchaîné. Mais tout ce genre d'incidents qui se multiplient, je prends 2 autres exemples. Alexandre Benalla et Vincent Kras. On apprend qu'ils avaient un contrôle judiciaire, interdiction de se parler. Très bien. Ils se retrouvent chez quelqu'un et on l'apprend. On attend 3 semaines pour le convoquer. Et on lui dit, Monsieur Benalla, vous ne deviez pas parler à Monsieur Kras, c'est presque mécanique. On va vous mettre en détention, comme ça vous ne vous parlerez pas. Fort bien. 8 jours après, la chambre d'instruction, 8 jours après, des délais qu'on ne voit pas dans la vie courante, 8 jours après, M. Benalla est mis en liberté avec le même contrôle judiciaire, qu'il a violé juste avant. Non, je ne parle même pas de sanctions, je parle de mesures techniques. Vous êtes en train de nous dire que la justice est totalement instrumentalisée et qu'elle est aux mains de... Alors attendez, je vais prendre mon 2e exemple, que je trouve très très joli. Monsieur Benalla est à nouveau convoqué par la commission d'enquête du Sénat. Ça fait 1 mois et demi qu'on nous rebat les oreilles des fameux passeports. Il se passe rien. Et curieusement, il est convoqué un lundi. Le jeudi, on le met en garde à vue. Et puis, on fait une enquête préliminaire sur les 2 passeports. Pourquoi est-ce que ça a été fait, ça ? Non pas pour poursuivre ce pauvre M. Benalla, il a tellement de soutien, il a tellement de protection, mais parce que ça empêchait le Sénat de l'interroger sur les passeports. Ça, je le pense, je sais cette conviction-là. Je ne suis pas dans la tête du procureur qui a décidé cette garde à vue, qui a été très courte, cette garde à vue et le lancement de cette enquête préliminaire sur les passeports, mais je pense que c'était destiné en particulier à éviter qu'on puisse lui poser des questions gênantes sur ce point, ce qui n'a pas été possible de faire. Vous dites une certaine justice. Parquet national financier, les gens qui ont sacrifié François Fillon dans la façon dont ils ont opéré, je ne parle pas du fond, mais c'était urgent. Toutes les premières investigations des 3 premiers jours sont trouvées immédiatement dans la presse. Fillon a déposé une plainte, il n'y a jamais eu un acte d'instruction pour savoir d'où venaient les fuites. Il y a le pôle financier aussi qui est en train de martyriser le Rassemblement national. Et je ne suis pas tout à fait de la même famille politique, mais c'est tout à fait scandaleux la façon dont on s'acharne contre ce mouvement. Il y a l'histoire des photos avec la convocation chez le psychiatre.
tout ça, je suis désolé, donne une image de la haute justice, du haut appareil judiciaire, surtout essentiellement parisien, qui est déplorable et qui nourrit un sentiment de défiance dans l'opinion publique. La nomination du procureur de Paris avait d'ailleurs, s'était passée dans des conditions un petit peu rocambolesques là aussi. Oui, grande première aussi, grande première. Oui. C'est-à-dire qu'on a une procédure classique et il y a 3 noms qui sortent. Tu sais, c'est comme les chasseurs de tête, hein, c'est la shortlist. Donc les 3 et puis ils passent devant le Conseil supérieur de la magistrature et puis on décide que ce sera le premier, celui qui sort le mieux de ce petit processus, qui sera nommé. Puis il se trouve que lui décline et va ailleurs. Donc on se dit on va prendre le deuxième. Ah non. M. Macron a demandé qu'on recommence tout, et comme par hasard est arrivé le procureur actuel, qui a été naturellement nommé, et qui depuis, je veux dire, fait absolument tout ce que veut le pouvoir. Par exemple, ce brave homme m'a envoyé des emails et a pris des décisions, des circulaires, demandant à ce qu'on garde illégalement les gens en garde à vue, pour pas qu'ils retournent manifester. Dans le code pénal, ça s'appelle la séquestration arbitraire, c'est puni de 10 ans de prison. Donc, mais non, ça ne gêne personne, ça ne gêne personne. Si, on proteste, mais ça n'a pas empêché le procureur d'agir de cette façon. Au coup de sifflet de Madame Belloubet, qui est descendue dans une séquence inouïe, elle est allée un dimanche au parquet, voir les parquetiers pour leur dire allez-y, soyez fermes, soyez sévères, etc. Donc le parquet, c'est l'autorité de poursuite qui est sous sa responsabilité, mais c'est pas le genre de choses qu'on a l'habitude de voir faire par le garde des Sceaux. Et donc là-dessus, toute une série de procédures liées à une justice de masse, c'est-à-dire une répression de masse, ont été lancées. Les 3/4 étaient probablement illégales dans la mesure où il y a un certain nombre de conditions qui doivent être réunies pour qu'on puisse utiliser ces procédures de comparution immédiate. Et les juges du siège, malheureusement, pour la plupart, ont accepté de jouer ce rôle d'être l'outil de ce qu'ils pensaient être le rétablissement de l'ordre, alors que leur mission, c'est de rendre la justice. Oui, la justice française a été instrumentalisée à l'occasion de ce mouvement des Gilets jaunes, en application des orientations données par le président de la République dans son message de Nouvel An, c'est-à-dire je choisis la répression. Il y a toutes ces blessures, tous ces dégâts, toutes ces vidéos épouvantables où on voit les policiers de la BAC qui s'acharnent, on voit des exactions. C'est ça qui, à l'étranger, a provoqué beaucoup d'émotions. Mais on a tendance à oublier la répression judiciaire, qui est l'autre versant de l'ensemble. Une répression de masse contre le mouvement des Gilets jaunes, seule solution envisagée pour juguler le mouvement par le pouvoir exécutif. Et comme dit Emmanuel Macron, je consolide et je réattaque. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de compromis politique, il n'y aura pas de solution politique. Monte le volume. Everyday Yeah. This album is dedicated to all my peoples in the struggle, you know what I'm saying?
l'appeler par mon nom de famille, par respect quand même. Putain, je suis pas son pote. Non, ça va, vas-y, c'est bon. Ok, c'est bon. Bon, merde. Donne ta main. Pourquoi tu nous outrages, toi? Hein? Pourquoi tu nous fais un doigt d'honneur? Oh! Je me suis pris une DMD, putain! On bat les couilles! C'est bon là? Non! Hé Gaspard! On l'interpelle ou pas? Gaspard, c'est une infraction! C'est monsieur le commissaire, c'est vous que je voulais voir! C'est là. Ok, d'accord. Vous savez quoi? Ah ouais, emmenez-moi. Vous savez quoi? Est-ce que je me suis pris une GMD dans la gueule express au moi? Attendez, je parle au commissaire là! Mais faut pas nous suivre, c'est trop dangereux, c'est pas contre toi qu'elle est. Je me la suis pris dans les jambes! Vous me tutoyez, vous me connaissez, vous m'avez des grenades! Je peux partir là, je peux faire mon travail là, c'est bon! Et vous êtes journaliste? Encore une fois, ce qui est inquiétant, c'est que les journalistes patentés, ceux qui sont bien payés dans les chaînes de télé, ne viennent pas ici pour défendre leur métier, avant tout. Après, qu'ils ne soient pas d'accord avec ce que fait Gaspard, c'est normal, c'est la vie. Mais normalement, ils devraient être là pour témoigner de leur solidarité avec leur métier. Sur l'idée, je trouve ça très bien quoi, que les médias se sentent concernés davantage par ce qui se passe en ce moment, quoi. En voulant comme ça passer par les différents points stratégiques des médias, c'est l'occasion un peu de leur rappeler leur rôle dans tout ce mouvement politique, quoi. Aujourd'hui, effectivement, c'est pas l'impression que ça donne, quoi. On l'a vu notamment la semaine dernière avec cette histoire de chant envers les CRS qui a été surmédiatisé alors que ça concernait que quelques personnes. Et que pendant tout le reste de la manif, ça s'est bien passé. On a chanté d'autres slogans, dont des slogans envers les CRS qui les invitaient à rejoindre le mouvement et à converger sur nos revendications. Mais il doit bien y avoir des limites qu'une société a le droit de fixer. Non, ce n'est que de la censure sous un déguisement. Ce pays m'appartient autant qu'il vous appartient à vous, monsieur. Et si vous le trouvez scandaleux, ce magazine, ne le lisez pas. Il est une chose sur laquelle je me dois d'insister avec force avant que vous vous retiriez. Loin de moi l'idée de vous convaincre d'aimer ce que fait... Réfractaire. D'ailleurs, moi-même, je n'aime pas ce qu'il fait. Mais il y a une chose que j'aime. C'est que je vis dans un pays où tous les citoyens peuvent décider par eux-mêmes. J'aime vivre dans un pays où j'ai le droit de prendre n'importe quel magazine et de le lire. Ou alors de le jeter à la poubelle si j'estime que c'est sa place. Ou mieux encore, si telle est mon opinion, de ne pas l'acheter. J'aime qu'on me reconnaisse ce droit. Et j'y tiens beaucoup. Vous aussi devriez y tenir beaucoup. Je vous assure. Parce que nous vivons dans un pays libre. Et cette phrase, on l'entend tous les jours, mais on a tendance à oublier son véritable sens. Alors je le redis. Oui, nous vivons dans un pays libre. C'est une idée féconde. C'est un magnifique mode de vie. Mais cette liberté a un prix. À l'occasion, il faut tolérer des choses qui ne sont pas forcément de notre goût. En vous retirant pour délibérer, songez que vous êtes entièrement libre de penser ce que vous voudrez de Réfractaire. Mais demandez-vous si vous pouvez décider à notre place. Parce que notre liberté, à nous tous qui assistons à cette audience, sera vraiment entre vos mains, à vous les jurés. Si nous commençons à élever des murs contre les choses que certaines personnes jugent obscènes, nous pourrions bien nous réveiller un beau matin et découvrir qu'on a élevé des murs un peu partout, dans les endroits les plus inattendus. Et que nous ne pouvons plus rien voir, plus rien faire. Et ce n'est pas ça la liberté. Ça n'est pas la liberté. Prenez garde, pensez-y bien. Je vous remercie. Le bouquin Pondichéry, vous avez Pondichéry, j'ai copié 6 pages. Ouais. C'est con. Ouais. En plus, tous mes amis écrivains. Ce qui est surtout con, c'est de se faire choper. Oui, mais non, mais c'est pas ça. Mes potes écrivains m'ont dit, mais Thierry, quand on recopie dans un livre, on change un peu. On change. Mais toi, t'as photocopié, t'es idiot.
Voilà, et je me suis fait serrer, et ça a été humiliant. Voilà, ça c'est vraiment on parle de cicatrices, de blessures, de la vie, quoi. Ça, pour moi, ça a été terrible, parce que je place la littérature au-dessus de tout, et donc d'un seul coup, je me faisais gauler pour 6 pages dans un bouquin de 300 et quelques pages. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il y a 10 ans que je m'explique là-dessus. Alors, vous avez entendu, mais vous avez peut-être pas compris, le spectateur qui a crié dans la salle, il a crié « c'est faux, c'est plagié pour moitié ». Et donc, sa découverte, c'est qu'il n'y aurait pas simplement 6 pages de plagié, comme le redit Thierry Ardisson dans son nouveau livre, mais qu'il y en aurait une 60aine minimum. Et ce qui l'énerve encore plus, c'est que ni le journaliste confesseur d'Ardisson pour son nouveau livre, ni les animateurs comme Denisot qui reçoivent Ardisson sur leur plateau, n'ont fait de contre-enquête. Alors, contre-enquête que vous êtes évertué à faire. Alors, ces histoires de plagiat, c'est toujours assez compliqué, Christelle, parce que le plus souvent, les phrases ne sont pas exactement recopiées. Alors, tout commence avec un reportage qui a été diffusé dimanche sur le week-end d'Emmanuel Macron et de son épouse au Touquet. On le voit en train de prendre un bain de foule, en train de se prêter au jeu des selfies, sauf que, problème, les images datent en réalité de l'an dernier et les accusations de trucage se sont multipliées sur les réseaux sociaux. Cette journaliste d'Arte, Nora Ahmadi, voilà, la jeune journaliste pigiste a été depuis remerciée, mais qu'en est-il de la hiérarchie ce jour-là? Est-ce que vous êtes franc-maçon? Pas du tout. Est-ce que les hommes politiques devraient dire quand ils sont francs-maçons? Je m'en fous, chacun fait ce qu'il veut, je suis pour la liberté. Donc il n'y a pas d'agenda secret, vous pensez? D'un nouvel ordre mondial plus stable. Ça c'est du complotisme, cher monsieur. Et on n'a pas le droit d'être complotiste? Non, Le on a complotisme... le droit d'être complotiste si on a des faits. S'il n'y a pas de faits, non. Mais on sait quand même qu'il y a beaucoup de francs-maçons chez les politiques. C'est possible, alors. Comme il y en a dans la haute administration. Vous avez des francs-maçons avec des idéologies différentes, de droite, de gauche, dont les conflits d'intérêts, vous ne croyez pas qu'ils sont en train de s'arranger? Non, j'y crois pas. Donc ils devraient le dire s'il n'y a pas un problème avec. Nous ne voulons pas du nouvel ordre mondial qui nous entraîne à son choc. D'accord, merci bien. Vous avez fait sucrer la vidéo, c'est tellement méchant de votre part. Bon, moi, j'ai pas encore l'homme, mais j'ai déjà les quenelles. Vous avez des politiques qui ne pensent qu'à horizon de 5 ans. C'est les prochaines élections. Et encore, quand c'est 5 ans, c'est bien. Et donc, voilà, vous ne pouvez pas avoir des gens qui ne sont uniquement que préoccupés par leur avenir, à eux, qui réfléchissent à l'avenir du monde. Donc les vraies réformes, c'est des choses sur lesquelles il faut réfléchir posément, ne pas mentir tout le temps en permanence et dire aux gens que ça va passer parce qu'on va faire une petite réformette qui ne sert à rien, qui ne fait que repousser le problème. Et donc voilà. Si il n'y a pas eu de convergence, c'est aussi parce que on a été les syndicats. Les structures syndicales, on va dire les têtes, ont tout fait pour pas qu'il y ait de convergence aussi. Elles l'ont fait, je l'ai vu de l'intérieur. Les premiers à avoir attaqué les gilets jaunes avec les partis politiques, c'était les syndicats, à dire qu'on était des fascistes. D'accord? Donc, s'il y a eu un ralentissement, un blocage au niveau de la mobilisation de la convergence, c'est aussi une action des politiques et des syndicats. On peut faire la convergence, mais nous sommes la première force politique de ce pays. C'est nous. D'accord? C'est nous la première force politique de ce pays. C'est eux! C'est à eux de courir après nous. C'est à eux. C'est à eux. D'accord? Nous sommes les premiers. D'accord? Il faut faire attention à tous syndicats, mouvements politiques qui font de l'entrisme actuellement et qui vont aseptiser le mouvement, le détruire de l'intérieur. On est radicalement pour l'émancipation sociale, politique. D'accord? On est des révolutionnaires. On a envie on promeut l'égalité, on promeut la démocratie directe, d'accord? On veut que cesse cette kleptocratie, d'accord? Cette dictature kleptocratique, d'accord? Donc, convergence, d'accord, mais les syndicats qui sont déjà structurés nous donnent leurs outils, nous prêtent leurs outils, d'accord? Sous la bannière des gilets jaunes et sans étiquette. Non, mais sur le RIC, il se trouve que je suis très ami d'Étienne Chouard et qu'il vient de sortir un bouquin très utile qui s'appelle Notre cause commune. Je le dis avec fermeté, je suis ami d'Étienne Chouard. S'il y a des antifas dans cette
s'il y a des antifas dans cette assemblée. Les antifas sont les symétriques des fa. Et la campagne qui est menée contre Étienne Chouard est une campagne ignominieuse pour ses auteurs. Vise mon Jules cette crapule qui nous tombe sur les bras. Depuis le temps qu'on l'attend comme une bombe, le voilà, le printemps tout fleuri de lilas qui rapplique en dansant la java. Le voilà ce voyou au son de l'accordéon qui court le guilledou en poussant la chanson. Entend comme ça chahute dans tous les palpitants. L'hiver se tire des flûtes. Enfin le printemps, ne fais pas la tête, tu serais bien bête de te faire du mouron. Quand sur toute la terre flotte un petit air de révolution, j'ai choisi pour toi ma robe de soie, mes colifichets, pour dormir sur l'herbe en écoutant teinter les muguets. Vise mon Jules cette crapule qui nous tombe sur les bras. Depuis le temps qu'on l'attend comme une bombe, le voilà, le printemps tout fleuri de lilas qui rapplique en dansant la java. Il y a la foule dans l'air nu qui suit les orphéons, des épaules toutes nues et du monde au balcon. C'est la fête aux poètes et je t'aime éperdument et ça tourne dans ma tête. Enfin le printemps, j'ai le vertige dans tes yeux, je voltige dans du bleu, je vois doubler, c'est mieux, vise mon cœur tout là-haut qui fait du cerf-volant, rattrape-le si tu peux, mon amour, il fout le camp. Enfin